Bienvenue à vous sur le plateau d'Ondito sur Médien TV pour cette belle émission pleine de tendresse et d'accompagnement pour les futures mamans. Bien vivre sa grossesse, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui justement avec différentes spécialistes et un gynécologue en fin d'émission aussi. Pourquoi? Parce que la grossesse, c'est aussi un suivi chez le gynéco. Les détails dans un instant, restez avec nous. Je vous raconte tout dans un petit moment. Une grossesse en toute sérénité, 9 mois de gestation exceptionnelle, eh bien pas toujours, c'est pas toujours facile, ça c'est la réalité. Mais comment en faire une belle expérience? Eh bien c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec une belle équipe autour de moi. Fatem Zahra Ouamoul, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes psychologue clinicienne à Tanger, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Madame Jawan Khadija, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes naturopathe, spécialiste en hygiène de vie à Marrakech. Oui. Et Fayrouz Chbani, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes consultante sportive à Casablanca et puis vous êtes aussi une future maman. Inch'Allah. Voilà, donc là, vous vivez vraiment le processus de gestation de ces 9 mois. Exactement. On va vous poser pas mal de questions aussi en dehors du sport. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, une grossesse, c'est bien sûr aussi un suivi chez le gynécologue. Et ça, c'est l'interview santé avec le docteur Ben Abbas Taarji Hicham en fin d'émission. Mais pour commencer, bien sûr, les gynécos savent très bien ce que c'est qu'une grossesse. Mais pour les psychologues, ça veut dire quoi, Fatem Zahra Ouamoul? Alors, la grossesse, déjà, elle sous-tend devenir maman. Et donc, à ce moment-là, on remarque qu'il y a certains bouleversements, que ce soit sur le plan corporel, sur le plan psychique, mais aussi sur le plan émotionnel. Et donc, à cette étape-là de la grossesse, on remarque chez la femme un certain nombre de remaniements identitaires qui vont venir réveiller certaines choses qui étaient peut-être enfies dans l'inconscient de la femme. On parle à ce moment-là de son vécu, de son enfance, de ses rapports avec sa propre maman. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont venir être réveillées par cette grossesse. Une grossesse, c'est aussi une nouvelle naissance pour une femme? Exactement, c'est une nouvelle naissance aussi qui va mettre la femme face à beaucoup de questions. Est-ce que je vais devenir une bonne mère? Est-ce que c'est le moment ou pas? Donc, c'est vraiment une étape d'un bouleversement, on parle d'un chamboulement, aussi dans la construction de la vie familiale. Alors justement, ce bouleversement, ce chamboulement, on s'attend un petit peu à être métamorphosé physiquement par la grossesse, mais on s'attend peut-être moins à ces turbulences émotionnelles et ces turbulences émotives. Vous êtes d'accord, Madame Jawan Khadija? Oui, bien sûr, parce que c'est une période aussi d'adaptation à une autre vie. Pour moi, c'est une excellente expérience et justement, quand la maman est prête, c'est donner la vie. Et donner la vie avec tout ce qui est beau dans cette période. Ce n'est pas toujours le cas, pas pour tout le monde, même quand la personne est prête, Absolument. même quand on le désire, parce que dans le corps, tous les chamboulements, les manques de nutriments provoquent des réactions au niveau émotionnel. C'est une chaîne en cascade et on ne peut pas séparer l'émotionnel du physiologique. Un petit manque de magnésium, par exemple, et tout le monde le sait, mais dans une déprime qui n'a pas de sens. Donc, être accompagné par le conjoint, par la famille, par elle-même, et là, ça met toutes les chances pour vivre cette grossesse en toute sérénité. Bien, justement, c'est ce que nous allons développer au fur et à mesure de cet échange avec vous, mesdames. Justement, Fayrouz Chbani, on part de la grossesse, on parle de l'état de grossesse, c'est-à-dire ce ventre qui s'arrondit, mais on parle rarement des émotions qui accompagnent la grossesse. C'est-à-dire, on dit oui, il y aura beaucoup de joie, mais il n'y a pas que de la joie, il y a aussi des peurs, il y a autre chose. Bien sûr, il y a des inquiétudes, surtout quand c'est la première grossesse, on se pose énormément de questions. On a envie de tout bien faire, on a envie de faire beaucoup de choses, mais c'est essentiellement beaucoup de joie aussi. Beaucoup de joie, absolument. Voilà. Alors, on va parler du premier trimestre, parce que c'est un trimestre un petit peu d'angoisse. C'est le début de la grossesse, on se dit, est-ce que... Bon, la femme apprend qu'elle est enceinte, le couple est heureux, et après,
certaines femmes disent, mais directement, j'ai basculé dans une forme d'angoisse en me disant, est-ce que ça va prendre ou pas? Est-ce que cette joie, je vais pouvoir la garder pour moi? Tout à fait. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça réveille beaucoup de questions, justement. Et aussi par rapport à ce corps qui, durant ce premier trimestre, ne connaît pas de grands changements, on va dire, parce qu'on ne voit pas encore parfaitement le ventre qui s'arrondit. Exactement. Et donc, mais les changements, ils sont à l'intérieur. Oui, ils sont à l'intérieur. Vomissements. Exactement. Et la femme, elle est en train aussi, psychiquement, de vivre une certaine relation avec un être qui est inconnu et qui est en train de pousser en soi. Ce qui rend les choses un petit peu compliquées pour la femme du point de vue psychique, on va dire. Et c'est ça, justement, ce qui va réveiller certaines choses de sa propre... on parle de son enfance aussi, et qui vont venir là comme des préoccupations maternelles primaires pour justement préparer cette maman à subvenir aux besoins du bébé par la suite. Donc il faut se dire que quand ça ne va pas, c'est normal. Il ne faut pas stresser. Par exemple, une femme qui est enceinte, qui apprend qu'elle est enceinte, et justement qui ressent une forme d'angoisse, qui se dit, je ne devrais pas être angoissée, je suis enceinte, je suis supposée être heureuse. Ce supposé vient perturber un peu la femme. Bon, maintenant, chaque femme vit sa grossesse différemment d'une autre. Oui, absolument. Même une même femme va vivre deux grossesses complètement différemment. Exactement, complètement différentes. Maintenant, on parle de certaines angoisses, des questions qu'elles vont se poser qui peuvent être, bon, entre guillemets, normales, on va dire. Mais maintenant, si la femme sent, par exemple, qu'elle va vraiment très très mal, à ce moment-là, il faudra peut-être voir un professionnel. Là, je parle d'angoisse vraiment par rapport à cette grossesse, à ces questions qu'on se pose. Absolument. Alors, le gros problème aussi du premier trimestre, c'est les nausées, les vomissements. C'est ce corps qui change sans vraiment encore changer, mais on dit que le premier trimestre est l'un des plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué. Est-ce qu'on peut anticiper ou éviter ces nausées, ces vomissements, Madame Jaouan Khadija? On peut les éviter et on peut les prévenir. Et même quand elles sont là, on peut les contrecarrer, si je peux dire. Déjà, c'est une période d'adaptation à un corps étranger. Donc, c'est tout le métabolisme qui est chamboulé. Et une hypersensibilité à des petites choses dont je parle souvent. Mais quand on les règle, le changement, il est extraordinaire. C'est les combinaisons alimentaires. D'accord. Donc, mélanger les aliments avec cette hypersensibilité, bon, bien sûr, c'est les vomissements. J'ai suivi beaucoup de personnes en ces débuts de grossesse où un petit réglage alimentaire au bout de quelques jours ou même le premier jour, il n'y a plus de vomissements. Dès le premier jour. Donc, séparer les aliments. Donc, manger les fruits vraiment 1 heure avant le repas. Et les manger, ne pas les boire. Tout ce qui est mélange que la personne supportait au départ comme normal. Il y a les envies du premier trimestre et là c'est vraiment toute la machine qui se met en route. Ces envies, elles sont réelles ou elles sont réelles. C'est un mythe ou une réalité? Non, c'est parce que toutes les femmes ne les vivent pas. Oui, c'est une réalité et qui est directement liée au besoin à l'instant d'un matériau particulier pour la fabrication de ce petit corps. Et quand la personne, elle a déjà des habitudes alimentaires, le cerveau, il connecte avec ce qu'il sait. Par exemple, un manque de magnésium à l'instant, si elle est habituée à prendre du chocolat, il va demander chocolat, chocolat, chocolat. Mais si elle prend en même temps des noix, des amandes, des bananes, des pommes de terre riches en magnésium, elle n'aura plus l'envie du chocolat. D'accord. Donc le chocolat, en fait, veut dire que le corps a besoin de magnésium. A besoin de magnésium. Et il a l'habitude de le puiser là. Donc, il va chercher le circuit le plus rapide. Et le plus rapide, c'est son habitude. Donc, et quand on travaille sur ces changements par rapport à la richesse de chaque aliment en nutriments particuliers, c'est très marrant, c'est très ludique, c'est très sympa et les mamans adhèrent. Alors justement, Fayrouz Chebeni, nous on va profiter en fait de vos 2 casquettes aujourd'hui. Vous êtes avant tout coach sportive, mais vous êtes enceinte et donc on va vérifier à chaque fois ce qu'on se dit. Est-ce que vous avez eu des envies pendant le premier trimestre? Pas vraiment, oui. Comme vous avez dit, j'ai eu des envies de chocolat, des choses comme ça, mais qui étaient sûrement liées à des carences. Oui. Mais sinon... Rien de dramatique. Rien de vraiment particulier. Et les nausées, les vomissements?
Non plus. Franchement, pour ma part, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de troubles particulièrement liés à ça. Donc, voilà. Alors justement, Madame Jaouane Khadija, vous disiez il suffit de revoir ses combinaisons alimentaires, mais certaines futures mamans ne sont même pas capables de manger. L'odeur de la nourriture les écœure, c'est-à-dire aucun aliment ne les attire. Il faut respecter, tout simplement. Mais à un moment, elle aura faim. Et quand elle a faim, qu'elle mange le plus simple possible. Et souvent, l'odeur, elle est liée à sa cuisine. Le même mets, le même repas peut être assimilé et désiré s'il est pris ailleurs. Parce qu'il y a une habitude, une écœuration, un écœurement de quelque chose en particulier. Et là, on revient aussi à la liaison psychologique entre un aliment, un milieu et le besoin du corps. Le même produit peut être mangé ailleurs et ce n'est pas des caprices. C'est pas des caprices? C'est pas des caprices. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes connu ces états-là, donc on se dit, est-ce que c'est des caprices? Non, ce n'est pas des caprices. Et pendant ce temps, par exemple, si la personne n'a vraiment pas envie de manger, il ne faut surtout pas qu'elle se force. Parce que c'est une écoute du corps et à ce moment-là, elle n'a pas besoin de manger. Et la période de la grossesse, c'est peut-être une bonne période de la vie où il faut se recentrer sur son corps, bien l'écouter. Le sport dans tout ça, Ferrouche Choubani, justement, le premier trimestre, le ventre n'est pas encore là, n'est pas encore vraiment lourd, mais il y a d'autres choses qui vont venir fatiguer la future maman. Bon, il y a la fatigue, il y a les nausées, il y a les vomissements. Il y a le changement d'hormones qui se met en place. Est-ce que l'activité physique, une forme d'activité physique, peut aider à soulager ces premiers symptômes de grossesse? Alors complètement. Une fois qu'on sait qu'on est enceinte, qu'on a vu notre médecin qui nous a dit que tout allait bien a priori, il n'y a pas de raison pour s'empêcher de faire une activité sportive. C'est même conseillé. Et c'est très bon pour le corps. Il faut se connecter à son corps comme on vient de le dire. Et c'est une bonne occasion pour les femmes qui ne faisaient pas de sport de commencer un nouveau sport. D'accord. Pour vous, ce n'est pas déconseillé de commencer un sport pendant la grossesse? Absolument pas. Au contraire. Le sport libère des endorphines, ça va apporter de la joie, de la positivité. Ça va permettre de gérer son stress, ça va permettre de penser à autre chose. Donc, et puis aussi de mieux préparer son accouchement. Parce que c'est plus on fait une activité physique, mieux c'est pour le corps, quoi qu'il en soit. Mais pendant ce premier trimestre un peu délicat, fatigue, nausées, vomissements, est-ce qu'il y a des activités particulières que vous conseillez? Alors, il faut faire du sport en douceur, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est sport à risque, où on peut chuter, où on peut se prendre des coups. Il faut faire du sport en douceur. Je peux préconiser le yoga, le pilate, la gym douce, la danse. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça soit... On ne fait pas du sport quand on est enceinte en ayant pour objectif de maigrir ou d'avoir du résultat. C'est-à-dire qu'on va faire du sport pour renforcer sa ceinture abdominale, pour travailler son cardio de manière à mieux respirer. Il ne faut pas non plus s'essouffler, c'est très important. C'est-à-dire que le fœtus peut prendre les réserves chez la maman en tout ce qui est nutriments, mais il ne peut pas s'oxygéner tout seul. Donc si la maman manque d'oxygène, le bébé manquera d'oxygène. Donc il faut faire attention à ça. Mais sinon, si on est contrôlé et suivi par un professionnel, que ce soit du sport ou de la santé, il n'y a pas de souci. Alors justement, l'idée de faire du sport pendant la grossesse, c'est aussi pour aider à préparer l'accouchement. Muscler la ceinture abdominale, c'est cette ceinture abdominale qui va bien supporter le bébé, éviter les maux de dos jusqu'à l'accouchement. Respirer, c'est aussi peut-être pour préparer l'accouchement. C'est ça le but en fait, comme vous dites, c'est pas de maigrir. Absolument pas, ce n'est pas de maigrir, c'est vraiment de... Ni de contrôler son poids. Absolument pas. Bien sûr que ça va aider à minimiser la prise de poids si on fait de l'activité physique. Ça va aussi aider les mamans à ne pas faire de diabète gestationnel qui arrive au bout d'un certain mois de grossesse. Bien sûr, ça va aider au niveau santé, ça c'est indéniable. Mais il ne faut pas trop forcer, c'est-à-dire qu'il faut faire 30 minutes tous les jours si on peut, et puis surtout que ça soit en douceur, et puis écouter et respecter son corps comme on le fait pour l'alimentation, comme on le fait pour la psychologie. Il faut vraiment s'écouter. Et pourquoi ne pas profiter de ce moment de sport pour le faire à deux, avec le papa? Parce que bon, la maman vit la grossesse en elle,
Le papa, c'est un peu plus abstrait pour lui. Oui. Déjà qu'il ne voit pas encore ce ventre, il voit plus sa femme changer peut-être d'humeur, changer plus fatiguée, les vomissements, tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose à faire à deux? Bien sûr, c'est une bonne chose. D'ailleurs, il y a des cours maintenant qu'on propose d'apténomie. C'est-à-dire, le terme est un peu... Il est un peu flou, même pour moi. Je voulais l'essayer, mais j'ai pas pu parce que ça se fait justement le premier trimestre de grossesse. Et donc, ce sont des cours où le papa, le futur papa, accompagne la maman. Mais ne serait-ce qu'une marche, sans parler d'apténomie. Oui. On parle de marche. Marche. Bien sûr, marche, yoga. Tous les sports, le papa peut être présent et s'impliquer, et être là pour la maman, bien sûr. Mais alors justement, Fatem Zahra Ouamoul, la grossesse, c'est pas que l'affaire de la maman, de la future maman. La grossesse, c'est une affaire de couple. Oui, et nous avons tendance de parler beaucoup plus de la maman que le papa. Voilà, absolument. Oui. D'où l'importance du volet psychologique chez le papa. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, bon, déjà, cette grossesse, elle va venir pour redéfinir un petit peu la dynamique dans laquelle se trouvait le couple. On va passer, je parle d'un premier bébé, d'une dyade vers une triade. Maintenant, on a parlé de la maman qui va être face à beaucoup de questions, mais les papas aussi le vivent aussi de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il va se poser des questions par rapport à est-ce que je suis prêt à être père, est-ce qu'il y aura plus de responsabilités, par exemple. Donc, il y a pas mal de questions qui vont... Mais le comble presque, c'est que la maman vit ces changements en elle, le futur papa vit ces changements en lui, mais on ne communique pas entre nous parce qu'il y a un peu de honte autour de tout ça. Pourquoi? Parce qu'une grossesse est supposée être un très bel événement. Ça l'est justement, mais c'est un événement qui pousse à la remise en question. Alors maintenant, la grossesse engendre des sentiments qui sont ambivalents, Absolument. qui sont différents. D'un côté, on est content parce que bon, c'est l'achèvement de quelque chose, d'un amour peut-être entre deux personnes. On va concevoir un bébé, un enfant, mais dans l'autre partie, on va voir qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions qui vont se poser. Maintenant, c'est bien de communiquer aussi. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce serait un tabou dans le couple. Il y a une forme de honte peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Vous êtes passées ou vous passez au-delà de vos spécialités, mais en tant que discussion, on va dire, de femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme un peu de tabou par rapport à ce ressenti qui peut parfois être négatif? Je suis enceinte, presque on se dit, je suis enceinte, je n'ai pas le droit de me plaindre, je n'ai pas le droit de mal vivre un moment de cette grossesse. Alors effectivement, pendant la grossesse, je pense que le problème qui se pose au début pour une femme, c'est surtout les changements qu'elle subit au niveau de son corps, le changement au niveau physique. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir des choses qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à exprimer, et puis une certaine forme pas de tabou, mais on a un petit peu honte, on culpabilise. Donc, ce corps qui se déforme un peu et pour accueillir la maternité alors que le ventre n'est pas encore rond, c'est assez... Exactement, c'est-à-dire que les changements qu'on vit sont vraiment très forts et de l'extérieur, on ne les voit pas forcément. Donc c'est ça, je pense, qui met un petit peu de doute qui peut installer un petit peu de doute. Voilà. Vous en pensez? Oui. Aussi, je voudrais rajouter juste, pour parler de ce point du tabou, il y a aussi le rôle de la médiatisation, en fait, qui est faite sur la grossesse. Grossesse glamour. Exactement. On ne montre que les volets qui sont positifs. Maintenant, cette médiatisation, et aussi à travers le discours qu'on entend dans la société, ne permet pas à la maman ou à la future maman de s'exprimer et de dire les choses qu'elle ressent négativement aussi. Voilà. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'espace qui permettent justement à cette maman de libérer sa parole et de dire les choses, même si elles sont négatives par rapport à cette grossesse. Je partage parfaitement votre avis, Fatem Zahra Ouamoul, parce qu'en effet, une grossesse est un très bel événement. Mais c'est 9 mois de spécificité, de particularité, et en fait, c'est presque comme si on demandait à la future maman d'être constamment en extase de porter un enfant. Oui, c'est une très belle expérience, mais c'est une expérience qui passe aussi par des turbulences, n'est-ce pas, Madame Jaouane? Oui, alors moi, comment je vois les choses, c'est que c'est une phase où la femme, elle est plus introvertie. C'est vers ce qui se passe à l'intérieur. Et en même temps, elle veut que le conjoint soit là.
qu'il s'implique. Ce bébé, c'est pas seulement elle, c'est aussi lui. Et c'est de cette introversion vers l'extraversion, de la communication qui est dans le mental et la non-communication qui est dans l'inconscient ou dans le ressenti. Donc il y a cette perturbation entre le mental et l'émotionnel. Émotionnellement, elle n'a pas envie de parler, elle n'a pas envie de partager, elle a envie de vivre ça. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur et puis c'est tout. Mais mentalement, elle veut l'impliquer et il doit s'impliquer. Sans qu'elle lui dise. Sans qu'elle lui dise et en lui disant et en se sentant le droit et le devoir de lui dire. Donc, quelque part, il est là et elle veut l'impliquer, mais ça ne l'emballe pas plus que ça et c'est très perturbant. C'est très perturbant. Là, ça ne l'emballe pas tant que ça parce que lui, il ne voit rien. Il ne voit rien et elle ne voit rien, elle ressent tout. Tout, absolument. Et exprimer du ressenti par des mots, elle s'attend plus à ce qu'il le ressente, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça, je parle de mon expérience et de l'expérience d'autres personnes. C'est vrai que c'est juste dire au papa qu'il a aussi à accueillir les états d'âme de sa femme. Et puis c'est tout. Mais accueillir ses états d'âme, et puis c'est tout, mais c'est pas facile non plus pour lui. Non, mais parce que lui aussi s'installe, il est en train d'essayer de s'adapter à une nouvelle phase. Est-ce que ce début de grossesse est problématique pour les couples, Fatem Zahra Ouamou? Oui, des fois on remarque qu'il y a certaines crises qui s'installent dans le couple suite à cette grossesse. Maintenant, c'est vrai que les papas ne comprennent pas beaucoup, comme a dit ma collègue. Maintenant, ce serait bien aussi de développer une certaine communication. Parce que quand je communique, c'est vrai, c'est difficile de trouver les mots, mais j'essaie quand même de communiquer les choses, d'expliquer, parce que l'autre aussi, il est face à moi avec tous ces chamboulements, parce que c'est un travail psychique qui est colossal pour la femme, d'accueillir quelqu'un en elle qu'elle ne connaît pas déjà. Et pour le papa aussi. Oui, pour le papa aussi, justement. Donc, ce serait bien de communiquer, mais parce que le papa ne vit pas les changements physiques en lui, on attend de lui qu'il soit plus réceptif, plus solide émotionnellement, alors que émotionnellement, lui aussi vit des turbulences, des perturbations. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que quand j'entends communication, ce n'est pas spécialement verbal. Beaucoup de personnes pensent que la communication, c'est exprimer verbalement et dire. Oui. Pas besoin de dire. Si la communication, s'il y a des sentiments forts... Mais c'est ça qui floute les choses, je pense, Madame Jaouane. C'est qu'on attend que l'autre... Sans attendre. Communiquer. Mais communiquer, pas spécialement par le verbe. C'est-à-dire être présente, s'exprimer, dire que voilà, maintenant j'ai pas envie de parler, qu'il y a des choses qui se passent. Et l'autre aussi, d'où l'importance d'avoir des sentiments. Et de l'empathie surtout. De l'empathie, des sentiments sincères, nobles, beaucoup d'empathie. Mais il y a aussi la peur qui s'installe, par exemple, dans une situation où la future maman se sent fatiguée, pendant une période un peu déprimée aussi, ce qui peut arriver. Le dire. Mais le papa... Parfois, certains futurs papas peuvent se dire est-ce qu'elle m'aime moins? Est-ce que je vais perdre ma place? Est-ce que ce bébé va venir prendre ma place? C'est aussi des craintes. Moi, je pense que toutes ces questions, c'est normal de se les poser. Maintenant, je pense qu'il faut, une fois qu'on sait qu'on est enceinte, il faut préparer cette période de manière intelligente avec le papa. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a la chance d'avoir accès à l'information facilement. Il ne faut pas hésiter à se documenter, à poser des questions, à voir des spécialistes dans tous les domaines qui soient, se faire aider. Et je pense qu'à partir de là, si le papa et la maman sont conscients de tout ça, je pense que ça peut vraiment recréer cette communication entre le couple. C'est une équipe en fait qui se prépare à accueillir un... Mais je pense que c'est très important d'en être conscient et de préparer tout ça. Être conscient que l'arrivée d'un bébé ou une grossesse n'est pas que du bonheur. C'est du bonheur, mais c'est aussi accompagné d'un petit peu de turbulence. Peut-être d'où la nécessité, Fatem Zahra Ouamou, de préparer une grossesse tout court. C'est-à-dire que souvent, en sensibilisation, dans les médias, on parle de préparation de la grossesse pour préparer le terrain physiquement. Mais rarement, on prépare le terrain émotionnellement. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très, très important. On ne peut pas séparer le psychique du physique. Ce sont deux choses qui sont liées. Maintenant, c'est vrai qu'on ne prépare pas beaucoup psychiquement les mamans et les papas aussi. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être
s'investir, que les papas s'investissent, que la maman accepte aussi que ce papa s'investisse dans ce qui est en train de se préparer, que ce soit par exemple les visites chez le gynécologue ou pour parler tous les deux de leur angoisse aussi, que ce papa, comme vous avez dit tout à l'heure, et c'est très important, qui sent par exemple que cet enfant va, je ne sais pas, présenter un risque pour qu'il perde sa place, qu'il le dise, qu'il l'exprime. Vous savez, les mots peuvent parfois guérir beaucoup de choses et justement, on pourrait peut-être, à travers cette période-là de grossesse, renforcer plus la relation qu'il y a dans le couple. Absolument, absolument. En tout cas, on continue la discussion avec vous, mesdames. Une grossesse avec plus de sérénité. En toute sérénité, on ne peut pas mentir aux gens, on ne peut pas leur dire. On ne peut pas mentir aux femmes et leur dire que vous allez vivre une grossesse en toute sérénité parce que, bon, il y a des hauts et des bas, mais avec un maximum de sérénité. Eh bien, on continue la discussion dans un petit moment. Et puis aussi, une grossesse, un suivi de A à Z avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji. Il sera mon invité en fin d'émission. Reste avec nous sur Médien TV. La suite dans un instant. Allez, nous sommes de retour sur le plateau d'Onzito sur Médien TV pour vous accompagner dans ce processus de gestation. Ces 9 mois de grossesse à passer au mieux une grossesse en toute sérénité. Est-ce que c'est possible? En tout cas, peut-être ce qu'il faut, c'est avant tout accepter les hauts et les bas de la grossesse. Et ça apporte déjà beaucoup de sérénité. En tout cas, on continue la discussion avec vous, Fatem Zahra Ouamoul. Vous êtes psychologue clinicienne à Tanger. Jawan Khadija, vous êtes naturopathe spécialiste en hygiène de vie à Marrakech. Et Ferouz Chebeni, vous êtes consultante sportive à Casablanca et future maman. Ça aussi, c'est très important. Donc, on a beaucoup parlé du volet émotionnel du premier trimestre. Et justement, quand on arrive à le stabiliser, on vit une grossesse plus sereine, un deuxième trimestre et un troisième trimestre plus serein. Mais ce qui vient un petit peu perturber cette sérénité, c'est l'approche de l'accouchement. L'approche de l'accouchement, pourquoi? Parce que ce qui fait peur, c'est la douleur. Vous avez des solutions pour nous, Madame Jawan Khadija? Oui. Donc déjà, la peur de la douleur, elle engendre la douleur. Donc ça, c'est le poids du mot. Donc déjà, savoir que la grossesse et l'accouchement, c'est un acte absolument normal, qui devrait être aussi normal. Donc la douleur, c'est qu'il y a une concentration mentale sur le kinesthésique, c'est-à-dire sur le physique. Des fois, par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut être absorbé par quelque chose, même une belle émission, comme on se dit tout, et on peut avoir un coup, passer devant quelque chose et on se prend le bras et ne pas sentir. Oui, on canalise la douleur et on passe à autre chose. On ne la sent même pas. Okay. Pourquoi? Parce qu'on est pris par autre chose. Donc, quand on en prend conscience, on peut le travailler. C'est-à-dire que pendant l'accouchement, avant l'accouchement déjà, et là, il y a aussi l'implication du papa, c'est se concentrer sur autre chose pendant qu'on se fait mal à un doigt, par exemple, où là, il y a un point très douloureux, respirer par le ventre. Et la respiration, c'est de l'oxygénation. L'oxygène, il est antalgique. C'est très, très important. Et aussi, se concentrer sur tout le reste, tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent. Et les 4 sens prennent de l'ampleur pendant ce moment, pendant le moment où on occulte un petit peu le ressenti du kinesthésique du corps. Et l'accouchement se passe dans de très très belles conditions. Et là, j'en parle aussi en tant qu'expérience. Et j'accompagne des personnes à vivre et à préparer leur accouchement de cette façon-là. Plus la personne, elle se crispe, plus toute contraction utilise l'oxygène. Et on en a moins, et moins on en a, plus on ressent de la douleur. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand on ressent la contraction... Oui, c'est respirer par le ventre et aussi se concentrer sur tout le reste. Dans une clinique, si c'est dans la clinique, c'est les sons de ce qui se passe, c'est les odeurs, c'est les paroles et surtout pas se crisper. Mais justement, certaines personnes disent... J'entends dire, on dit que la respiration, c'est important pour la préparation à l'accouchement. Mais une fois sur place, j'ai perdu tous mes moyens et puis... il n'y a pas eu assez d'entraînement. C'est un entraînement, ça ne s'improvise pas. Non, ça ne s'improvise pas. Il y a même des personnes qui proposent de la gymnastique
pour préparation de l'accouchement, c'est aussi assouplir le périnée par des mouvements particuliers et c'est une fonction absolument normale. Et surtout la respiration, c'est pour ça que je dis un point ou tenir un bras jusqu'à ce qu'il fasse mal et passer à autre chose. On oublie le bras, on ne ressent rien. Mais c'est pendant les 3 mois au moins de la fin de la grossesse, c'est imprégné, enfin c'est imprimé. C'est pas 2 semaines avant. Non. C'est vraiment se programmer sur ça. C'est un entraînement continu et une fois l'accouchement, ça peut même, la personne peut avoir une surprise. C'est que non seulement elle a géré sa douleur. Elle a géré, mais des fois, elle ne ressent rien. Ça paraît un petit peu tiré par les cheveux, mais il faut le vivre pour le croire, parce que j'en ai eu des retours, futures mamans. Des retours. Ferouch Beni, justement, le sport pour cette fin de grossesse, donc la respiration, le disait Madame Jaouane. Exactement. Mais voilà, le sport aussi, comment on peut s'entraîner à respirer ou aider le corps ou amener la dilatation? Alors le sport aide énormément à respirer, notamment quand on fait du sport, on entraîne notre cardio. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir plus de souffle et ce qui est très très important pour préparer l'accouchement parce que comme vous l'avez dit, c'est une forme, il faut apprendre à respirer, ça passe vraiment par là. Et justement, donc, on fait des cours en gymnastique de respiration, mais aussi en cours de yoga, ou en yoga prénatal, où on nous apprend vraiment à comment respirer et comment préparer le moment de l'arrivée de bébé. Vous le confirmez, ça ne s'invente pas en fait. Il ne faut pas se dire, bon, moi je fais du sport, je respire 1 fois par la bouche, 2 fois par le nez ou inversement. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça se prépare pour tout. Moi, je pense qu'une grossesse, ça se prépare vraiment pour tout, que ça soit dans le domaine de la santé, du sport, de la nutrition. C'est quelque chose qu'on doit vraiment préparer pour espérer avoir de bonnes conditions et justement, un corps, on va dire, bien entraîné pendant la grossesse, c'est aussi un corps qu'on retrouve plus facilement après la grossesse? Complètement, c'est-à-dire qu'on va déjà habituer son corps à avoir une activité physique. Il ne va pas y avoir de coupure. Bien sûr, il faut à côté avoir une alimentation équilibrée, ne pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, c'est sûr que si on a moins de kilos, si on prend moins de kilos pendant la grossesse, ça sera beaucoup plus facile de les perdre après l'accouchement. Absolument. On reviendra sur les besoins chez la future maman, les aliments, on va dire, importants. Mais avant, justement, Fatem Zahra Ouahmoud, l'accouchement fait peur. Oui. Il fait peur parce que justement, on ne prépare pas les femmes, les futures mamans à une grossesse. Qu'est-ce que c'est? Mais on parle plus de la douleur de l'accouchement. Et ça, par contre, tout le monde en parle. Toutes les femmes se racontent, se relaient ces épisodes d'accouchement terribles. Tout à fait. C'est pour ça que chez certaines femmes qui ont peur justement de cet accouchement, on retrouve beaucoup quelque chose de ce qui a été hérité de la part de ce qu'on entend dans la famille ou avec les amis, etc., par rapport à certaines situations qui étaient compliquées, certains accouchements. Maintenant, je voudrais aussi parler d'une certaine phobie, parce que des fois, on retrouve des mamans qui ont une vraie phobie de l'accouchement. Et là, on parle de la tocophobie. Maintenant, il y a des traitements, des thérapies qui sont proposées pour aider ces mamans à sortir. C'est une phobie reconnue. Oui, c'est la tocophobie, c'est la phobie de l'accouchement. Maintenant, je parle de la phobie. C'est très différent de l'angoisse ou de cette peur d'accoucher. Absolument. Alors, les aliments, justement. Est-ce qu'il y a des aliments, Madame Jaouane, qui favorisent un accouchement simple? Je ne sais pas si c'est une question tirée par les cheveux. Non, elle n'est pas tirée par les cheveux. C'est boire de l'eau, beaucoup d'eau, et aussi les dates. D'accord. Les dates qu'il faut éviter en début de grossesse, pendant la grossesse, pour ne pas avoir, sauf avant les activités sportives. Pour ne pas avoir de pic de cholestérol? Non, c'est pour ne pas avoir de prise de poids, parce que plus on prend de dates, c'est du sucre rapide, c'est une source de carburant tout de suite disponible, donc les prendre avant un sport, c'est excellent, et surtout avant l'accouchement, c'est-à-dire le dernier mois avant l'accouchement, c'est des études qui ont été faites et ça prépare à l'accouchement. D'accord. Donc le dernier trimestre. Même le dernier mois. Ça ne le dernier mois, ça ne favorise pas une prise de poids excessive rapidement? Non. Si c'est pris juste avant les activités sportives, il n'y a pas de prise de poids par les dates.
les prises de poids, c'est par les petits gâteaux. C'est pas les dates du tout. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait Mais à pourquoi prendre? je dis ça? Parce que vous l'avez dit, en fait, vous venez de dire, c'est déconseillé pendant le premier et deuxième trimestre. Je veux dire, pour une personne qui est dans une approche d'alimentation saine et qui a déjà pas de sucre rapide industriel. Donc, c'est une source d'énergie positive, superbe, avant les activités physiques. Juste avant les activités. Chez la femme enceinte. Chez la femme, bon, chez tout le monde. Chez tout le monde, mais chez la femme enceinte en particulier. Particulièrement chez la femme enceinte. Donc, il y a les acides gras polyinsaturés. Ça aide à l'élasticité de la peau, en particulier l'avocat, les olives, si elles sont faites maison, les dattes, les amandes, les noix, l'huile d'olive, l'huile d'argan. Donc, dernier trimestre? Dernier trimestre. Dernier mois? Oui, dernier mois en particulier. Mais normalement, c'est pendant toute la grossesse que la personne, elle mange bien. Et quand je dis bien, ce n'est pas du à peu près, ce n'est pas alimentation équilibrée qui ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment alimentation saine et naturelle. Naturelle qui répond aux besoins. Et si l'aliment, il est complet, il n'est pas trop cuit, la personne ne peut pas manger plus que ses besoins. Donc, on n'a pas à donner de ration. Vous n'aimez pas la question de combien? Non, combien, c'est... on tombe dans le combien quand l'aliment est raffiné, quand il est surcuit, quand il ne répond pas aux besoins. Mais du pain complet, par exemple, on ne peut pas en manger des tonnes, alors que du pain blanc, oui. Donc, tant qu'on est dans une alimentation naturelle... Parce que le pain blanc, en fait, il n'y a pas la sensation de satiété? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le corps ne connaît pas. Et c'est comme si on jetait quelque part. Et le corps ne connaît pas, mais il connaît depuis le temps. Non, il ne connaît pas au niveau de la structure de la cellule, de la micronutrition. Il n'y a pas assez de micronutriments, donc il en redemande, et il ne trouve rien. Absolument. Alors qu'un aliment naturel et complet, il répond aux besoins du corps et on ne peut pas en manger beaucoup. Les crudités en particulier, ça donne des minéraux, de l'oxygène, c'est parfait pour préparer l'accouchement et beaucoup d'eau pour l'élasticité de la peau. Eh bien, merci beaucoup mesdames pour ce bel échange, pour les futures mamans qui nous regardent, celles qui sont avec nous aussi et les futurs papas aussi qui nous suivent. Merci beaucoup Fatem Zahra Ouamoul, vous êtes psychologue clinicienne à Tanger. Jawan Khadija, vous êtes naturopathe spécialiste en hygiène de vie à Marrakech et Fayrouz Chbani, vous êtes consultante sportive à Casablanca. Merci beaucoup mesdames. Moi je reste avec les téléspectateurs d'On se dit tout. Pourquoi? Parce que le suivi chez le gynéco de la grossesse, ça aussi c'est un volet très important. À tout de suite. Et parce qu'on ne pouvait pas finir cette émission sans parler de tout le volet gynécologique. Et oui, une femme enceinte a besoin d'un suivi, a besoin d'un gynécologue. Ça devient son soutien, son support moral, celui qui va, ou celle bien sûr, qui va l'écouter quand ça ne va pas, qui va lui remonter le moral quand ça ne va pas et qui va la booster quand il le faut. Eh bien, le gynécologue qui se prête au jeu avec nous, c'est le docteur Hicham Ben Abbas Taarji. Bonjour docteur, merci d'être là. Merci de votre invitation. Alors justement, est-ce que parfois vous êtes aussi le psy de vos patients? Mais c'est pas parfois, c'est presque toutes les fois et c'est un grand honneur. D'ailleurs, quand on me demande pourquoi j'ai fait gynéco, je dis pour ça, parce que justement, vous avez l'intimité psychologique des femmes et c'est un grand honneur que d'être à la hauteur et de l'écouter. C'est un plaisir et encore une fois un grand honneur. Alors justement, le suivi est important, docteur Taarji. Fondamental. Avant, on disait, je vais utiliser l'expression en arabe, c'est vrai, avant, on mourait beaucoup en couches au cours de la grossesse. Et donc, c'est très important d'avoir un suivi pour dépister les grossesses à risque. 90% des grossesses se déroulent normalement, mais il y a quand même des fois où donc, il y a des complications et ces complications donc, peuvent être mortelles. Et donc, c'est très important de dépister dès le début. Je dirais juste une chose très simple. Quand j'étais à l'hôpital, les gens viennent dire « bon, c'est mon terme, il faut que j'accouche ». D'accord. Quand est-ce que vous êtes tombée enceinte? Ah, je ne sais pas. Si on n'a pas une datation précoce de la grossesse à son début, on ne peut pas savoir quand est-ce que la grossesse se termine. Vous voyez toujours ça, docteur Taarji? Beaucoup moins fréquemment en privé, c'est vrai. Mais ça arrive quand même. Parce que la grossesse dépassée, après 42 semaines d'aménorrhée, est quand même à des complications. Il y a des morts fœtales, tout simplement parce que le placenta, employer un terme technique, la sénescence placentaire, le placenta vieillit, et donc il y a moins d'échanges, il y a moins d'eau, et le bébé souffre. Absolument. Donc, on va y aller étape par étape. Premier trimestre, premiers examens importants.
Premier trimestre, donc dès que la femme a un retard de règles, venir chez son gynécologue ou tout simplement chez son médecin généraliste pour faire une petite échographie pour dater cette grossesse, pour s'assurer qu'elle est enceinte. Okay. D'accord. Puis, donc on peut demander à ce moment-là, d'ailleurs on va voir est-ce que c'est une grossesse qui évolue bien, est-ce que ce n'est pas un œuf clair qui va évoluer vers une fausse couche, ou bien est-ce que c'est une grossesse avec un bébé qui est en train de grandir et qui va évoluer normalement, a priori. Deuxième échographie, par exemple. Quand est-ce qu'on est fixé si c'est un œuf clair ou une grossesse qui évolue bien? L'œuf clair, c'est tout simplement une grossesse qui n'évolue pas. Donc il y a un œuf, il y a un sac sans embryon dedans. Donc à 6 semaines, 7 semaines, et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ça peut évoluer jusqu'à 9 semaines, 11 semaines. À un certain moment, il s'arrête. Donc espérons, enfin, on est là pour parler des grossesses qui vont évoluer normalement. Donc, vous venez à 5-6 semaines après votre retard, on vous dit, félicitations, vous êtes enceinte. On peut vous demander à ce moment-là un bilan biologique. 5-6 semaines d'aménorrhée. Ça veut dire 1 semaine, 2 semaines après le retard. Après le retard de règles, tout à fait. À ce moment-là, on vous dit, donc on vous demande un bilan qui n'est pas systématique, mais on peut rechercher éventuellement une NFS pour voir est-ce que vous n'êtes pas anémique. Une numérotation, formule... Une numération, formule sanguine pour voir est-ce que vous n'êtes pas anémique. Absolument. On peut demander par exemple une glycémie... C'est un prélèvement de sang. De sang. On peut demander une glycémie à jeun pour voir est-ce que vous n'êtes pas diabétique. D'accord. Ce n'est pas systématique. On peut demander le groupage, parce que les groupages rhésus négatifs sont des grossesses à risque qu'il faut suivre particulièrement. Forcément, c'est une grossesse à risque quand on a... Oui, parce que le rhésus négatif fait que la dame ne connaît pas l'antigène rhésus. Et si jamais un jour... elle a découvert cet antigène rhésus, ça peut entraîner ce qu'on appelle une iso-immunisation qui peut manger les cellules fœtales, le sang fœtal et entraîner par exemple des complications. Donc c'est important, la grossesse rhésus négative est une grossesse à risque. Donc on peut demander un groupage pour s'assurer de cela. Vous voyez, il y a des petits examens banaux qui ne sont pas forcément systématiques, mais qu'il faut faire en début de grossesse. Il y a aussi les sérologies rubéole et la toxoplasmose. C'est des maladies bénignes pour la femme, mais pour la femme enceinte, elles peuvent être graves et entraîner des malformations graves. Donc c'est bien d'avoir le statut sérologique toxo et rubéole dès le début, pour comme ça on peut après les interpréter en fonction des premières analyses. Ces statuts par exemple, il faut les vérifier chaque mois? Quand on est négatif, la rubéole, la plupart des gens sont vaccinés. Donc on fait une première sérologie et on doit la refaire 3 semaines plus tard pour voir est-ce que le titre d'anticorps qu'on a fait est stable ou pas. Il est stable, vous êtes immunisé, basta, on en discute. S'il n'est pas stable, ça veut dire que vous venez d'être en contact avec la maladie. C'est important de le faire dans le même labo. La même chose pour la toxoplasmose, elle est rare au Maroc, bon, je ne connais pas les chiffres exacts, mais si vous voulez, rare mais grave. Et donc on doit faire une sérologie la première fois. Si elle est négative, eh ben, il faut la refaire tous les mois. Si elle est positive, il faut la refaire 3 semaines plus tard dans le même labo. C'est très important parce qu'on ne peut pas interpréter 2 résultats faits par 2 labos différents. Et si le titre est stable, c'est-à-dire que vous êtes immunisé et qu'encore une fois, basta, on ne va plus les surveiller. Mais si vous êtes sérologie négative, il faut faire une sérologie toxoplasmose tous les mois. Tous les mois, voilà, avec une alimentation normale. Manger à la maison. Éviter. Ça, c'est la femme. C'est ça. Alors, pour éviter prévention toxoplasmose, manger de la viande bien cuite, bien laver ses crudités, éviter les crudités au restaurant parce qu'on n'est pas sûr justement qu'ils n'ont pas été lavés. Et beaucoup de gens disent ne pas approcher les chats, non, ne pas nettoyer la litière des chats parce que les kystes sont dans les déjections de chats. Donc, si vous avez un chat, et généralement les chats de maison, ils sont propres, ils n'ont pas la toxo, n'ayez pas peur, juste ne nettoyez pas leur litière ou mettez des gants pour la nettoyer. D'accord. Donc ça, on va le faire à 5, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, le premier mois où elle découvre qu'elle est enceinte. La première échographie qui est importante, c'est l'échographie de 12 semaines. Donc on appelle l'échographie du premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va mesurer ce qu'on appelle la clarté nucale, c'est-à-dire l'épaississement des parties molles de la nuque derrière. Il y a une clarté dont la taille est corrélée au risque de trisomie 21. Donc c'est important et il faut la faire entre 11 et 13 semaines plus 6 jours. Pour avoir ces dates, justement, il faut savoir quand est-ce qu'on est tombé enceinte. On ne peut pas venir comme ça à 14 ou 15 semaines ou à 10 faire une échographie. C'est assez précis. Si vous voulez avoir un calcul de risque, de faire le risque d'avoir un bébé trisomique ou pas. D'accord. Mais en moyenne, pendant les 9 mois de grossesse, il faudrait combien d'échographies? Alors, on dit obligatoirement au minimum 3. Je dis 12 semaines pour mesurer la clarté nucale, s'assurer que le bébé a bien... À 12 semaines, le bébé, l'embryon est totalement formé. Tous les organes sont là.
L'échographie morphologique, c'est... L'échographie morphologique, je n'ai pas parlé d'échomorpho là. Oui, à 12 semaines, c'est une échographie. Quel mois? À 12... Parce que souvent, les parents attendent cette échographie morphologique. Alors, la deuxième échographie qui est importante, c'est celle de 22-24 semaines ou 20-25 semaines, où là, le bébé était totalement formé depuis 12 semaines, mais là, il a grandi. Il a grossi. Les organes sont le mieux aptes à être visualisés pour bien voir la tête, le cou, le rachis, le cœur, les poumons, l'abdomen, les reins, la vessie, les membres. Par exemple, je parlerai des membres. Les membres, plus le bébé grandit, plus il prend de volume et plus c'est difficile de voir les membres à 22-25 semaines. Donc, par exemple, les membres, il vaut mieux les voir à 12 semaines. S'assurer que, justement, il a 2 pieds, 2 mains. Parce que c'est très rare, mais ça arrive que des fois, il ait une malformation. Et ce n'est pas à 24 ou 30 semaines qu'on dit « Ah, j'ai pas vu ». Parce qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de le voir. Donc, je la verrai à 12 semaines. Mais si vous le voyez, justement, c'est quoi? C'est pour anticiper la prise en charge? C'est extrêmement rare d'avoir des phocomélies, mais si quelqu'un a une amputation de membre, il vaut mieux le dire. C'est ça le but. Préparer les parents. Préparer les parents à ça. Et je vous dis, c'est à 12 semaines qu'on voit le mieux les membres, les 4 membres. Ce n'est pas à 22 semaines ou à 32 semaines. Donc l'échographie morphologique, on l'a fait vers 25 semaines. Maintenant, avec le développement des échographes qui sont devenus beaucoup plus puissants, on peut faire des échos morphologiques plus précoces à 16, 18, 20 semaines. Ça dépend si on suspecte, s'il y a un terrain particulier, si elle a déjà fait un antécédent de malformation particulière. On peut aller faire, à condition d'être un expert en échographie, d'avoir aussi un matériel performant, on peut aller voir le cœur à 18 semaines. Vous voyez, s'il n'y a pas un ventricule unique, s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Donc, c'est pour ça que... Alors, je termine. Les 3 échos obligatoires, c'est 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines. 32 semaines pour s'assurer de la croissance. Est-ce que le bébé a bien grandi? Il a bien mangé? Nonobstant ce que mange la maman. Mais est-ce que le bébé s'est bien développé dans des normes? Donc à ce moment-là, on voit encore le bébé. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de toxémie gravidique, d'hypertension au cours de la grossesse? Est-ce qu'il n'y a pas de problème particulier? Ça, c'est surtout pendant le 3e trimestre? Au 3e trimestre, l'échographie ou la consultation du 3e trimestre, de 32 semaines. Ou est-ce qu'il n'y a pas de diabète particulier qui fait que le bébé est trop gros ou trop maigre? C'est aussi l'occasion de refaire une écho morphologique pour voir les organes, est-ce qu'ils sont tous bien grandis? Parce qu'il y a des pathologies qui peuvent apparaître entre le 2e et le 3e trimestre. Donc il y a 3 échographies, je dirais, entre guillemets, obligatoires. Maintenant, rien n'empêche de faire plus d'échographies optionnelles. C'est pas mauvais pour... On peut faire autant d'échographies qu'on veut par jour. L'échographie, c'est des ultrasons. Par jour, non. Même par jour, Vous savez, dans certaines pathologies, d'hypertension grave, on peut surveiller échographiquement et par Doppler 2 fois par jour. D'accord. Donc il n'y a pas de problème d'écho. L'écho, c'est juste des sons qu'on n'entend pas. Alors, il y a une tendance depuis plusieurs années à mesurer le bassin de la maman. Certains médecins demandent une échographie du bassin pour voir si la maman peut accoucher naturellement. Or, accoucher naturellement est l'accouchement, on va dire, le plus naturel. Pourquoi de plus en plus de médecins doivent le vérifier? Alors ça, c'est une grande discussion de comment vous allez accoucher. Alors, à 36 semaines, je vous vois comment vous allez accoucher. Est-ce que votre bébé est trop gros? Est-ce que vous avez un problème de bassin? C'est-à-dire, les problèmes de bassin ont beaucoup diminué parce que, par exemple, avant, il y avait la vaccination, il y avait les cas de poliomyélite, et donc la polio, c'est un exemple qui entraîne des anomalies de bassin. Quand le bassin est anormal, eh ben, ça peut bloquer. Mais aucun bébé n'est jamais resté bloqué dans le ventre de sa maman? Ah si, c'est ça, ça peut survenir. Et justement, ce que ça fait, c'est que ça va éclater le ventre de la maman et elle va mourir. Le bébé va mourir et surtout aussi, elle risque de mourir. Il y a des présentations, justement, c'est des indications d'emblée de césarienne. Parce qu'aujourd'hui, justement, les médecins tirent également la sonnette d'alarme sur la surexploitation des césariennes. Sur-indication des césariennes. C'est un grand domaine, ça c'est un grand sujet de polémique. Mais c'est notre sujet aussi aujourd'hui. C'est un grand sujet de polémique. Pourquoi beaucoup de césariennes? Je dirais en premier lieu, parce que les femmes les demandent. En premier lieu. Je ne dis pas toujours, bien sûr, il y a des fois où le médecin est pressé, où le médecin va surindiquer une césarienne. C'est vrai, mais la plupart des cas...
vous savez, avant, les femmes vivaient dans la douleur, la douleur était quelque chose de naturel, entre guillemets. Oui. Parce que justement... On est enceinte, on accouche, c'est normal d'avoir mal. C'est normal, tu accoucheras dans la douleur, je crois que c'était écrit dans la Bible comme ça. Mais maintenant, justement, nos femmes sont maintenant un peu plus douillettes, elles supportent moins la douleur. Le problème de l'accouchement normal, il est douloureux. Il y a la péridurale, mais la péridurale, on la fait à partir de 3 cm. Donc il y a toute cette période, cette phase de latence entre le début du travail et 3 cm où on peut faire la péridurale, qui fait mal. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de jeunes filles, de jeunes femmes qui voulaient accoucher par voie basse, et je les laissais accoucher par voie basse, et au bout d'une journée de contraction, elle me dit « Stop, stop, j'en peux plus, je veux une césarienne ». Donc il ne faut pas dire forcément... Autre débat, l'OMS dit oui, pas plus de 15% de césariennes. Mais vous savez, il y a des pays en Chine où ils sont à 50, 60, 70% de césariennes. En Chine, au Brésil, même en France, dans les cliniques privées, je pense qu'ils font plus de 50% de césariennes. C'est une solution de facilité, docteur? C'est une solution de facilité, ce n'est pas la meilleure solution. C'est vrai qu'il y a un peu plus de risques au cours d'une césarienne. Parce que c'est une chirurgie. Moi, j'insisterai surtout sur la préparation à l'accouchement par voie basse. Absolument. Quand vous voulez accoucher par voie basse, sans problème, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication. Parce que même les pédiatres insistent sur l'importance du passage du bébé par les voies naturelles. C'est une prévention contre certaines pathologies. Quand vous passez dans les voies naturelles, premièrement, il y a un essorage de votre thorax, et donc vous évacuez plus l'eau qui est dans le poumon, donc vous faites moins de détresse respiratoire. Deuxièmement, dans le vagin, il y a des microbes, et donc le fait de passer dedans, donc il y a déjà le bébé qui absorbe ces microbes et qui vont constituer sa flore intestinale. Donc c'est très bon. Mais maintenant, par rapport à l'accouchement, je vous dis, quand on veut accoucher par voie basse, il faut se préparer à... Il y a des séances de psychothérapie, de préparation à l'accouchement, de telle manière à mieux supporter sa douleur, mieux se préparer à accoucher. J'insisterai juste par rapport à voir la consultation du médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'il n'y a pas de problème de bassin, qu'il n'y a pas de gros bébé, qu'il y a une bonne présentation. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Docteur Hicham Ben Abbas Taharji, vous êtes gynécologue à Casablanca. Voilà, c'était une émission spécialement pensée pour les futures mamans. On espère vraiment que vous allez vivre une grossesse sereine parce que c'est une très très belle expérience à vivre en couple, bien sûr. Restez avec nous sur Médiane TV, la suite des programmes. Dans un instant, quant à moi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver très très prochainement sur Médiane TV, bien évidemment, mais également sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir, à bientôt.